Nous sommes toujours avec Naïma Mfadel, avec Philippe David, avec Georges Fenech, avec Nathan Dever et on accueille avec plaisir Sophie Audugé. Merci d'être là. Bonjour à vous, chère Bonjour. Sophie, spécialiste des questions d'éducation. Et là, on va aller sur le sujet bien évidemment qui nous occupe et qui ne devrait pas seulement nous occuper, nous, celui de la liberté d'expression. Vous savez que, à l'approche de la fermeture de C8, les animateurs, les présentateurs et d'ailleurs tous les employés de la chaîne partagent avec les téléspectateurs, avec vous, de nombreuses vidéos pour dire leur émotion à l'approche de cette échéance. Hier, l'éditorialiste France-Olivier Gisbert dénonçait une décision politique. Vous le savez, le président Emmanuel Macron réfute la nature de cette décision. Et ce matin, Pierre Lelouch en a parlé également. Écoutons-le. Et là-dessus, Vance, il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est que cette structure, l'ARCOM, qui est l'héritière de quelque chose que François Mitterrand avait créé en 82, oui, qui s'appelait la Haute Autorité, l'ACA, confie à un petit nombre de gens le droit de savoir ce qu'on a le droit de penser ou pas penser. Et si vous n'êtes pas d'accord, on vous met une amende et ensuite on confie au Conseil d'État, qui est le tribunal de l'État, le soin de vous interdire. Vous dites aussi que c'est le faux nez du pouvoir ? Bien sûr. Le Conseil d'État est là pour protéger l'État contre le public. C'est à ça que ça sert. C'est Napoléon qui l'a créé pour ça. Et d'ailleurs, on a un système unique au monde puisque personne n'a deux juridictions. Nous, on a une juridiction spéciale pour protéger l'action de l'État. Et c'est ce qu'il fait. Il protège l'ARCOM, qui est lui-même composé de gens qui sont nommés par le pouvoir politique, dont le président, j'ai connu jadis au cabinet de Jacques Chirac, un obscur fonctionnaire, qui se permet aujourd'hui de supprimer des chaînes de télé et de mettre 400 personnes au chômage. Mais c'est insensé. Si ça s'était produit en Hongrie ou je ne sais où, ou en Russie, on aurait dit scandale, censure, on interdit les chaînes de télé. Vous voulez réagir à cela et faire aussi une comparaison avec ce que vous connaissez bien, puisque vous avez été délégué général de SOS Éducation. D'abord, que vous inspire cette situation, Sophie ? En fait, si vous voulez, moi, je suis vraiment en compassion et en empathie totale avec les équipes de C8 parce que la petite équipe de SOS Éducation dont je faisais partie a vécu exactement la même chose. Très récemment, moi j'ai été licenciée d'SOS Éducation fin décembre. J'étais la dernière salariée à être licenciée, puisque SOS Éducation a été victime d'une mise à mort organisée, orchestrée, parce qu'elle défendait une vision de l'école, des valeurs de l'école qui n'étaient pas alignées sur ce qu'il est possible de dire aujourd'hui. Alors, le processus, c'est exactement le même. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres associations auxquelles c'est arrivé. Et c'est très peu connu parce que les médias n'en parlent pas. Et je pense que c'est le moment d'en parler, le moment de dire qu'aujourd'hui, il est possible en France de cibler une association qui présente des travaux sérieux, qui a un public qui la suit parce que justement ces travaux sont sérieux et que sous prétexte qu'elle a été pionnière pour dénoncer la baisse du niveau des élèves et des professeurs, l'augmentation de la violence en milieu scolaire, l'infiltration des idéologies, et que cet ensemble-là a gangréné le système scolaire et l'école française pour la mettre au plus bas niveau où elle est aujourd'hui, que cette association pionnière a été attaquée. Et cette attaque a été orchestrée au départ par une tentative d'infiltration en 2019, par des personnalités politiques en lien avec des autres administrations. Ils ont tenté d'infiltrer l'association pour prendre le pouvoir dans une association qui était indépendante et la mettre proche de la position de l'État. Leur tentative a été avortée, ils n'ont pas réussi. Et la conséquence a été que l'une de ces personnalités est allée faire une dénonciation calomnieuse au président de la Cour des comptes. Président de la Cour des comptes qui, à l'époque, est M. Migaud. Et il s'avère que cette personne qui a tenté d'infiltrer connaissait M. Migaud, puisqu'ils avaient été sur les blancs de l'Assemblée ensemble. Il va y avoir quelles conséquences ? L'association va se voir sous un contrôle de la Cour des comptes, alors que c'est une association indépendante qui n'a jamais touché 1 euro d'argent public et qui, quand ils arrivent, a à peine 6 salariés et loue des bureaux à Paris. La Cour des comptes va faire un contrôle d'une ampleur et d'un mécanisme de procédure de contrôle inédit. Moi, à ce moment-là, j'arrive. La période qui est contrôlée n'est pas celle où je suis déléguée générale. Donc, je suis très tranquille. Et au contraire, cette analyse rigoureuse d'une instance aussi importante que la Cour des comptes, pour quelqu'un qui arrive en délégué général, c'est un tampon de sécurité, d'honnêteté, oui. Sauf que, et je le dis et je le redis,
si je n'avais pas vécu personnellement ce contrôle, j'aurais du mal à croire la manière dont il s'est organisé. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ça procède, pardonnez-moi, des mêmes méthodes pour une chaîne de télévision, pour une association en France? Absolument. Alors, SOS Éducation a un contrôle de la Cour des comptes, un contrôle à charge. On explique, on argumente, on est face à un mur, il n'y a pas de dialogue possible. Ensuite, ils envoient l'administration fiscale, pas celle dont dépend l'association, une brigade dédiée de la Direction nationale des enquêtes fiscales, celle du grand banditisme. Il ressort rien. Et ils envoient la CNIL. C'est 3 ans de contrôle, des milliers d'heures de réponses à des questions toutes plus loufoques les unes que les autres, pour arriver à un bilan qui fait qu'il n'y a rien de sérieux à reprocher à l'association. Qu'est-ce qu'on va faire donc pour continuer à la détruire, c'est-à-dire l'empêcher de continuer à exercer son activité? Eh bien, on va avoir 2 actions coordonnées, une amende exorbitante, exactement comme C8, dont les fondements juridiques peuvent être contestés, et c'est le cas, puisqu'on est devant les tribunaux pour la contester, et une interdiction d'émettre. Alors, pour C8, c'est une interdiction d'émettre sur la TNT. Pour SOS Éducation, ça a été une interdiction d'émettre des reçus fiscaux, parce qu'on a dit à SOS Éducation, vous n'avez pas une action dans le domaine éducatif. Pour C8, précisément, c'est un non-renouvellement de fréquence. Je vous en prie, Sophie. Oui. Tout à fait, vous avez raison de le préciser, mais ça n'empêche qu'ils ne pourront plus émettre, et donc ils sont obligés de fermer. Et donc, face à ça, si vous voulez, vous essayez d'expliquer, d'argumenter. Mais vous êtes face à un mur et on vous dit, allez devant les tribunaux. Et les tribunaux, eh bien, c'est 10 ans. Donc ça veut dire que vous contraignez, en tous les cas, ça a été le cas pour SOS Éducation, à licencier les salariés, de manière à laisser le temps à la justice de restaurer la vérité. Mais la vérité sera restaurée d'ici 5 ans, 10 ans, etc. Et par rapport à ça, évidemment, une amende importante, ça a un effet médiatique. C'est-à-dire que ça décrédibilise la structure, comme ça décrédibilise C8. Les gens se disent, oui, si quand même on fait une amende aussi importante, c'est qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit. Et là, les salariés, si vous voulez, ils sont victimes d'un processus en bonne et due forme de destruction massive, alors qu'ils ont fait leur travail. Ils l'ont bien fait parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Les audiences le prouvent. Et en fait, ils sont au cœur d'une querelle, d'un combat, je dirais même d'un bras de fer, entre, non pas Cyril Hanouna et l'État, mais entre Vincent Bolloré et l'État, par rapport à la place que Vincent Bolloré a pris dans l'espace médiatique. Et en fait, Vincent Bolloré a gardé CNews, mais il a perdu C8. Un partout balançante, 400 salariés sur le carreau. 400 salariés sur le carreau et 2 millions de téléspectateurs qui suivent leur divertissement préféré. Mais moi, j'ai souvent dit, et vraiment je le dis très honnêtement, si Mediapart avait une chaîne de télévision et si elle était menacée de fermeture après des sanctions, alors quand il y a des sanctions, il y a eu, il est vrai, des amendes, elles ont été payées. Voilà. 3 millions. Maintenant, si Mediapart avait eu le même processus pour d'autres raisons, moi j'aurais soutenu. Vraiment, j'aurais soutenu. Je vous assure, et je ne le dis pas pour me mettre en avant. Mais je trouve que c'est... Oui, vous saviez... Georges, pourquoi les gens ne se rendent pas compte que les censeurs d'aujourd'hui seront les censurés de demain? Pourquoi? Vous savez, Pierre Lelouch, que vous avez interviewé ce matin, a dit très clairement l'ARCOM est là pour nous dire ce qu'on doit penser ou pas penser. En réalité, c'est pas ça. Sur le papier, que me pardonne, mais je comprends bien ce qu'il veut dire. Sur le papier, c'est que l'ARCOM doit faire respecter un cahier des charges. Oui. Et dans le cahier des charges, il y a le pluralisme. Et le pluralisme, ça a été dit par l'ARCOM, souvenez-vous, politique, c'est à la minute près. Ici, on respecte ces news. Hein. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs sur C8, mais je crois que ça ne posait pas non plus de problème. Voyez-vous? Donc, ce que veut dire Pierre, et c'est là que je le rejoins, c'est qu'en arrière-pensée, il y a eu une volonté politique de faire arrêter. Et moi, j'attends, c'est jeudi, je crois que c'était la dernière, ça va être un traumatisme. On va assister à une exécution, je pèse mes mots, hein, ça va être la peine de mort, on va le voir sous nos yeux. Moi, je me souviens de la 5, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Cine de Berlusconi, qui a terminé en 92, et on voyait l'écran qui se... Puis ça s'est éteint. Et là, vous réalisez qu'on vous prive d'une liberté véritablement. Et je pense que les téléspectateurs, au moment où l'écran va s'éteindre, je ne sais pas comment ils ont prévu la soirée, mais ça va être d'une intensité, d'une émotion. Voilà. Donc,
On se souvient tous, Rima Abdul-Malak qui commençait déjà à dire attention au moment du renouvellement, vous allez voir ce qui peut se passer. Ensuite, il y a eu Christophe Deloire pour RSF, Reporters sans frontières. Ensuite, il y a eu les commissions d'enquête à laquelle vous avez été vous-même invitée, Sonia. On voyait bien comment c'était orienté, notamment les questions de député Saint-Toul. C'était des commissaires politiques, voyez-vous. Il y avait une ambiance autour de C8, autour de CNews aussi. Je pense qu'à l'époque, on s'inquiétait, et je pense qu'il faut rester vigilant pour l'avenir, mais on voit bien qu'il y a eu une volonté politique de faire disparaître C8. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C8, c'est la victime d'aujourd'hui. Mais rappelons-nous quand même les implications du politique. Vous n'allez pas nous faire revenir à l'ORTF. À la limite, j'allais vous dire, à l'époque, on le savait, et c'était même affiché, mais là, quand même... Dans le discours de J.D. Vance, il y avait quand même des vérités. Rappelez-vous, et même pas sur les chaînes de télé, au moment de l'épidémie de Covid. Il y avait des opinions, vous les mettiez sur YouTube ou sur etc. Vous étiez censuré immédiatement. Alors qu'il y avait des choses qui n'étaient pas fondamentalement ineptes et que le débat doit avoir lieu. Mais vous savez, pour voir l'implication du politique, vous le disiez, l'ARCOM, son ancêtre, c'était la haute autorité de l'audiovisuel, créée sous François Mitterrand. Avec Michel Cotta comme président. Absolument. Pour conclure, je vous citerai Jean Edernalier. Qu'on salue. Je citerai Jean Edernalier, ce grand écrivain persécuté à coups de contrôles fiscaux, comme nos amis de SOS Éducation, sous François Mitterrand. Il avait écrit un livre fabuleux où il y avait des barres partout, marqué censuré. Ce livre s'appelait L'honneur perdu de François Mitterrand et il avait fait une citation fabuleuse. Aux USA, ce livre aurait fait sauter le président. En France, c'est la maison d'édition qui a sauté. Les gens qui ont pris la décision de faire fermer C8, moi je ne suis pas dans leur tête, mais ils ont eu 2 réflexes qui sont extrêmement graves. Le premier réflexe, c'est celui que vous avez dit, vous parliez de Mediapart, mais c'est d'estimer que quand il y a un média ou des gens, une association dont les idées nous paraissent dangereuses ou on est en complète opposition avec ces idées, eh bien qu'on va faire couper le sifflet de l'adversaire. Et ça, en effet, quand on est démocrate, c'est pas possible. Quelles que soient ses convictions. Et ce que vous avez dit sur Mediapart, même ce que je disais tout à l'heure, je ne compare pas mutatis mutandis, mais quand on parlait de Rima Hassan et que je disais quand on est démocrate, qu'il y a un sujet quelque part, on débat, moi, j'ai on le fait. avec Mediapart il n'y a pas longtemps. Mais bien sûr. J'ai débattu avec Mediapart sur France Culture. Mais tout à fait, et fort heureusement, et ça devrait être la normalité. Et le deuxième sujet, et à mon avis c'est le deuxième réflexe qui est aussi grave, voire plus, c'est d'estimer que quand il y a un problème dans un pays, dans une société, on casse le thermomètre et c'est réglé. Si un médecin faisait ça, tout le monde décéderait en 5 minutes. Nos sociétés sont aujourd'hui plus divisées que jamais sur le plan des idées. Il y a des France qui ne se parlent plus, qui ne s'écoutent plus, qui sont dans des bulles, qui peuvent parfois pas se supporter. On l'a vu à l'Assemblée nationale, on le voit tous les jours en ouvrant ces réseaux sociaux. Bientôt et dos à dos peut-être. Exactement. Aux États-Unis, ça va encore plus loin, puisque le taux de mariage entre démocrates et républicains a été divisé, je crois, par 3 ou par 4. C'est très intéressant parce que ça montre que les gens ne veulent plus vivre dans la même société. Face à ça, la solution consistant à dire, il y a toute une partie de la France populaire, qui est intéressée par certains sujets, etc. On leur dit, allez vous faire voir, on vous coupe votre truc, et on veut plus entendre parler avec vous, c'est catastrophique. Mais vous avez tellement raison. Et Nathan, c'est exactement parce que J.D. Vance, pourquoi il y a une surréaction des politiques français? Ils ne le connaissent pas. Par hasard, il y a une quinzaine d'années, j'avais lu son livre qui a été traduit en France, qui est exceptionnel, qui raconte, vous ne voyez pas, c'était l'histoire d'une certaine Amérique, des petits blancs écrasés, dépossédés économiquement, politiquement, culturellement, médiatiquement, quelque part aujourd'hui. C'est une forme de dépossession, moi je trouve, que de fermer une chaîne, et qui n'avaient pas droit au chapitre. Et il raconte comment petit à petit, à force, il venait d'une famille très pauvre, en passant par l'armée, il est arrivé, et aujourd'hui il est vice. Non, mais moi, je pense que c'est le... il a eu quelques contorsions avant d'arriver, mais il s'est trouvé au final. C'est-à-dire que c'est aussi le mépris des classes, c'est-à-dire que vous avez ceux d'en haut qui se disent, voilà ce que la France d'en bas doit regarder et ce qu'elle ne doit pas regarder. Effectivement, C8, c'était un espace
où les sans-voix pouvaient venir. Alors on peut reprocher la manière, etc. Mais en tout cas, c'était un vrai espace d'expression. Quand on les appelle les sans-dents, il ne faut pas s'étonner du mépris. Pour rejoindre ce que Dixit, Madame Valérie Trierweiler. Je ne sais pas si vraiment ça a été... François Hollande, la France d'en bas, c'était Raffarin qui en parlait. Et puis Monsieur Griveaux qui disait oui. Ceux qui fument des clopes et qui roulent en diesel. Voilà, exactement. Donc il y a vraiment un mépris des classes et un mépris tout le monde veut réagir. du réel, cette France d'en bas. On est vraiment dans une fracture sociale. Mais laissez-moi terminer. Non, on a compris. C'est pas grave. Allez-y. Et c'est la liberté d'expression. Non, je voulais simplement dire, parce que le temps passe, je voulais simplement dire que moi j'étais un téléspectateur assez assidu de TPMP. Vous voyez, je ne sais pas, ça va peut-être surprendre, mais j'aimais beaucoup ces débats, des vrais débats de société aussi, et que j'étais sur le plateau de Cyril Hanouna lorsqu'il y a eu l'incident, enfin, je peux parler, sur l'affaire Lola, qui a été l'un des arguments d'ailleurs pour l'ARCOM de retirer la fréquence. Eh bien, lorsque j'ai entendu Cyril Hanouna, qui était juste à côté, il était en train de présenter l'émission, dire en gros, il n'y a pas besoin de procès, voilà, pas besoin d'expertise, on sait ce qu'elle a fait, il faut tout de suite la condamner à perpétuité. J'ai dit, attendez, monsieur Hanouna, non, ça ne se passe pas comme ça. Je lui ai répondu. Et je n'ai pas été choqué. Pourquoi je n'ai pas été choqué ? Parce qu'en fait, ce que disait Cyril Hanouna, ce que pensent beaucoup de Français, voyez-vous, et que donc il s'est fait un petit peu voilà. Mais attendez, vous avez été... Attendez. Non, attendez. La liberté d'expression avec une modération. Oui, mais il y a une modération. C'est très important. Dans notre pays, il y a aussi une justice. Je l'ai fait. Ensuite, il y a eu l'intervention de Dupond-Moretti qui s'est vraiment poussé des cris d'orfraie. Mais non, il faut les écouter et il faut leur répondre. Allez-y. C'est très important ce que dit Georges. Moi, j'aimerais citer 2 autres personnes qui ont eu, à mon avis, le bon comportement face à Cyril Hanouna. Quand Marlène Schiappa était ministre, à un moment, il y avait eu, je ne sais plus, un certain nombre de séquences. Elle avait dit, là, il y a un sujet. Elle a convoqué, je crois, Cyril Hanouna au ministère. Je crois qu'elle a déjeuné avec lui, ou en tout cas, ils ont fait un rendez-vous. Ils se sont expliqués, l'un et l'autre. Ils se sont entendus, ils se sont parlé. Et on se souvient tous que l'un et l'autre étaient sortis différents de ce rendez-vous. Oui. Et ils avaient même fait une émission ensemble. Je vais donner un deuxième exemple. Oui. On pourrait vous citer ce que vous avez fait. Mais quand Thomas Guénolé... On n'a pas à être convoqué par un ministre. Hein. Moi, un ministre me convoque, je lui dis qu'il déjeune tout seul. Non, mais convoqué, non, mais d'accord, elle lui avait donné rendez-vous. Mais on se souvient qu'à la fin, ils avaient même présenté une émission ensemble. Ils s'entendent. C'est ça être démocrate. Ça veut dire quand vous estimez que quelqu'un a un problème, vous le convoquez, vous l'invitez, vous discutez avec lui. Et on doit parler de ce qui se passe aussi à Washington, aux États-Unis. On va marquer une pause. Je voulais quand même... Si, on va quand même en parler. Il nous reste 1 minute parce que je voudrais évoquer ce sujet avec vous. Pardon, Sophie, on va le faire assez rapidement. D'abord, ce qui s'est passé dans le Vaucluse. Hier matin, vers 10h30, un lycéen de 17 ans a poignardé un autre lycéen du même âge, juste devant l'entrée du lycée professionnel de Sorgues. La victime a couru dans l'établissement. Il a été pris en charge rapidement et ses jours, fort heureusement, ne sont pas en danger. L'agresseur a été présumé, a été interpellé 1 heure après, à quelques kilomètres de là. Il est en garde à vue. Un différend aurait opposé ces 2 jeunes, mais j'allais dire peu importe. Là, c'est une attaque au couteau et ça s'est passé pendant la pause de 10h30. Ça intervient au moment où, vous le savez, la ministre de l'Éducation a lancé une sorte de plan couteau pour les lycées. On a envie de vous entendre, spécialiste des questions scolaires, éducatives, sur ce sujet, Sophie. Écoutez, moi, je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la manière dont la politique éducative en France s'organise en fonction de l'actualité sans avoir un vrai projet, une vraie direction, est effrayante. C'est-à-dire que l'école, depuis tout temps, depuis Jean Zay, que tout le monde cite souvent à tort et à travers, on nous dit que l'école doit être un sanctuaire où les querelles des hommes n'entrent pas. Je veux dire, à partir du moment où on va fouiller les élèves pour voir s'il y a un couteau, c'est-à-dire qu'on fait rentrer la violence dans l'école et on acte le fait qu'on ne peut pas faire contre la violence. Et moi, je trouve ça excessivement grave. Et une fois encore, si vous voulez, les mesures qui devraient être prises, c'est-à-dire ce qu'explique Maurice Berger, qu'on reprend depuis très longtemps maintenant, c'est-à-dire que la violence est un continuum qui démarre dès la maternelle. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? On a dit il faut responsabiliser les familles très tôt. Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, aujourd'hui, on ne fait rien pour éviter que la violence s'installe chez des enfants, alors qu'on les a déjà identifiés violents dès la maternelle,
à la primaire, etc. Il est évident qu'on n'a pas un couteau dans son sac sans raison, avec un profil de bons élèves, on va me la raconter, et qu'on ne va pas utiliser, comme l'a dit Maurice Berger, vous avez un couteau dans votre sac, vous devez être emprisonné dans la seconde, parce que si vous avez un couteau dans votre sac, c'est qu'à un moment ou un autre, psychiquement, vous êtes prêt à vous en servir. Et donc, à ce titre-là, qu'est-ce que font les jeunes? Et Maurice Berger vous l'a dit sur votre plateau, je veux dire, ils n'ont pas peur parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire en toute impunité. Il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de conséquences immédiates et il n'y aura pas de conséquences après. Je veux dire, est-ce que les parents sont convoqués? Est-ce que les aides sont interrompues? Est-ce que les logements sociaux, c'est terminé? Je veux dire, ne serait-ce que si vous aviez cette peur-là. Et ce que dit Maurice aussi, la seule chose qui fonctionne à ce moment-là pour ces jeunes-là, c'est la peur qu'il arrive quelque chose à leur mère. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, socialement, ça ne fait pas plaisir d'en arriver là, mais malheureusement, pardonnez-moi, c'est pour sauver des vies. Mais voilà, mais toutes les semaines aujourd'hui, on en est là. apporte assistance non seulement à l'agresseur, mais aussi à celui qui risque d'agresser, et on rend service aux familles. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de tabou là-dessus. Il y a un tabou là-dessus. Alors qu'au contraire, on arrête cette... Non, c'est pas un tabou, c'est très clair. C'est la culture de l'excuse, c'est redonner une chance, c'est de ne pas vouloir punir. De ne pas toucher aux aides, etc. Évidemment, on a raison, c'est un tabou. On accepte de sacrifier des innocents. Mais non. Ah oui. Mais si, puisqu'on a des morts aujourd'hui. Non, mais je dis non, on ne doit pas. On ne doit pas. Non, ça c'est la responsabilité. Il est vrai que sur cette délinquance-là et les affaires... Tout à l'heure, j'avais pris juste quelques prénoms pour voir depuis quelques mois. Véritablement, on ne peut même pas les citer parce que c'est des quinzaines de prénoms de jeunes de 17 ans, 16 ans.